Quand j'ai découvert que mon fils avait vendu ma maison pendant que j'étais hors du pays, j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais jamais imaginé ressentir pour quelqu'un que j'avais porté dans mon ventre, l'envie de le voir tout perdre. Pas par colère, mais parce que certaines personnes ne comprennent la valeur des choses que lorsqu'elles disparaissent de leurs mains. Et j'étais sur le point de lui enseigner cette leçon de la manière la plus douloureuse possible. Je m'appelle Maëline Arcury. J'ai 69 ans, des cheveux grisonnants que je n'ai jamais eu honte d'assumer, et une réputation de femme simple qui a toujours vécu pour sa famille. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Ce que personne ne savait, ni mon fils Éloi, ni cette vipère de Sibylle, sa femme, c'est que derrière cette façade de veuve paisible, j'avais construit toute une vie de décisions silencieuses, de contrats signés dans des bureaux discrets, et un patrimoine si fragmenté qu'il serait impossible de le retracer sans les bonnes clés. Et j'étais la seule à posséder ces clés. Le voyage à Ibiza n'était pas un caprice de femme ennuyée voulant voir la mer. C'était la dernière pièce d'un échiquier que je montais depuis 15 ans, depuis le jour où j'avais réalisé que mon fils ne me regardait plus comme une mère, mais comme un obstacle entre lui et un héritage qu'il croyait sien par droit du sang. Pendant que j'étais en Espagne, dans une clinique discrète à la périphérie de San Antonio, signant des documents qui changeraient tout, Éloi et Sibylle étaient à Toulouse, dans ma maison, trinquant au champagne français qu'ils avaient acheté avec la compte de la vente. 50 000 €. C'est pour cette somme que mon fils a cru pouvoir m'effacer de sa propre vie. J'ai tout su par Madame Chevalier, ma voisine de 73 ans qui m'a appelé en pleurant, disant qu'elle avait vu des camions de déménagement devant la maison et un jeune couple prenant des photos sur la véranda, comme s'ils étaient les nouveaux propriétaires. Elle était indignée, révoltée par la trahison dont elle était témoin. Je l'ai remerciée calmement, j'ai raccroché, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément, parce que tout se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Je suis revenu en France par un matin gris de novembre. Le train qui m'a amené de Paris traversait le paysage du Sud avec cette lenteur caractéristique des longs voyages, me donnant trop de temps pour penser à des choses que je préférais oublier. Je regardais par la fenêtre les vignobles dépouillés par l'hiver, les petits villages avec leurs églises de pierre, et je me demandais quand j'avais perdu mon fils. Quand ce petit garçon aux yeux en amande qui pleurait, accroché à mes jambes chaque fois que je partais travailler, s'était-il transformé en cet homme de 42 ans, capable de me trahir alors que j'étais vulnérable, loin, m'occupant d'affaires dont il ne s'était jamais donné la peine de s'enquérir. Sibylle. Ce nom me brûle encore la bouche quand je le prononce. J'ai rencontré cette femme il y a 8 ans, un dimanche soir quand Éloi l'a amenée dîner pour la première fois. Elle avait 31 ans, un sourire trop large, des ongles faits avec un soin exagéré, et une ambition qui transpirait par les pores de sa peau bronzée artificiellement. Dès la première poignée de main, j'ai senti. Cette femme n'aimait pas mon fils. Elle aimait ce qu'elle imaginait qu'il deviendrait, ou plutôt ce qu'elle croyait qu'il hériterait de moi quand je mourrais. Pendant des années, elle a été douce, polie, attentionnée. Elle m'appelait chaque semaine pour demander comment j'allais, m'invitait à déjeuner dans les restaurants les plus chers de la ville, m'appelait maman avec cet accent qui tentait de paraître aristocratique, mais qui pour moi sonnait faux comme un billet de 3 €. Je souriais, j'acceptais les invitations, je mangeais la nourriture chère, et j'observais chaque mouvement, chaque regard, chaque mot choisi avec trop de soin. Parce que les femmes comme Sibylle oublient que les femmes comme moi ont été jeunes aussi. Nous avons eu des ambitions. Nous avons su séduire. La différence, c'est que nous avons appris quand nous arrêter. Elle, manifestement pas. Si vous m'écoutez maintenant, sachez que cette histoire va bien au-delà d'une maison vendue en cachette. C'est l'histoire de tout ce que j'ai construit en silence pendant toute une vie. Et si quelque chose vous touche le cœur, si cela vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez ou à quelque chose que vous avez vécu, laissez un like pour que je sache que je ne suis pas seule. Commentez d'où vous m'écoutez, d'où vous. Parce que des histoires comme celle-ci n'ont de force que lorsqu'elles sont partagées entre personnes qui comprennent. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore racontées, et je vous garantis que rien n'est ce qu'il semble être. Quand le taxi m'a déposé devant le numéro 47 de la rue de la Colombette, j'ai senti mon estomac se retourner.
Pas de tristesse, de colère contrôlée, froide, calculée. La maison était là, intacte, avec ses fenêtres en bois peintes en blanc que j'avais moi-même choisies il y a 30 ans, la petite véranda en fer forgé où je prenais mon café chaque matin en écoutant les oiseaux, et le portail vert mousse que mon défunt mari avait installé de ses propres mains un dimanche pluvieux de printemps. Tout était pareil, mais tout était différent, parce que maintenant, assis sur cette véranda qui était la mienne, ils étaient là, Éloi et Sibylle, en train de rire. Ils portaient une chemise claire que je n'avais jamais vue, probablement achetée avec l'argent de la trahison, et elle portait une robe en lin beige qui avait certainement coûté plus qu'elle n'en aurait jamais dépensé avec de l'argent gagné honnêtement. Ils avaient des verres à la main. Du vin, probablement un Bordeaux cher, célébrant ce qu'ils croyaient être leur victoire. Ma douleur transformée en joie étrangère. Et ils n'avaient même pas eu la décence d'attendre que je disparaisse complètement de leur vie pour célébrer. J'ai payé le chauffeur sans quitter la scène des yeux. Je suis descendu de la voiture en tenant ma valise d'une main et ma dignité de l'autre. J'ai marché jusqu'au portail d'un pas ferme, chacun d'eux résonnant dans le silence de la rue vide. C'est Éloi qui m'a vu en premier. Son sourire s'est figé sur son visage comme de l'eau se transformant en glace. Sibylle a mis quelques secondes à s'en rendre compte. Mais quand elle a tourné la tête et m'a trouvé là, debout, la regardant directement, le verre a failli glisser de ses doigts, parfaitement manucurés. Personne n'a rien dit. Le silence s'est étendu comme un abîme entre nous, trop profond pour être traversé par des mots banals. Puis Éloi s'est levé. Il a lissé sa chemise neuve, s'est éclairci la gorge, et a eu l'audace de sourire comme si ma présence était un inconvénient inattendu dans sa fête privée. Il n'a rien dit immédiatement. Il m'a simplement regardé de haut en bas, comme s'il évaluait l'état d'un objet qu'il pensait avoir jeté. Sibylle s'est levée aussi, arrangeant ses cheveux dans un geste nerveux qu'elle tentait de déguiser en décontraction. Elle a forcé un sourire qui n'a même pas atteint ses yeux et a fait un pas en avant, comme pour me saluer, mais s'est arrêtée à mi-chemin quand elle a vu mon expression. Parce que je n'étais pas triste. Je n'étais pas en larmes. J'étais complètement, absolument, froidement calme. Et cela les a effrayés plus que n'importe quelle larme n'aurait pu le faire. Je suis resté là quelques secondes de plus, laissant le malaise grandir entre nous comme de la mauvaise herbe. Je les ai laissés sentir le poids de ce qu'ils avaient en fait. Je les ai laissés ressentir la culpabilité, si tant est qu'il y en avait une, commencer à ronger de l'intérieur. Et ce n'est qu'alors, quand j'ai vu Éloi ouvrir la bouche pour dire quelque chose de probablement répété, que j'ai parlé. Ma voix est sortie basse, contrôlée, sans une once d'émotion qui pourrait être utilisée contre moi. Je suis passé devant eux sans attendre de réponse. J'ai poussé le portail qui a grincé comme il l'avait toujours fait, j'ai monté les 3 marches de la véranda en pierre et me suis arrêté à la porte d'entrée. Je me suis retourné juste assez pour les voir encore paralysés, confus, ne sachant clairement pas comment réagir à ma tranquillité perturbante. Et alors, j'ai posé une question dont je savais qu'elle les détruirait de l'intérieur. L'expression sur le visage d'Éloi était tout ce que j'avais besoin de voir. Il a hésité, détourné le regard, échangé un regard rapide avec Sibylle qui criait complicité et peur. Quand il a finalement répondu, sa voix était plusieurs tons en dessous de la normale, presque honteuse, mais tentant de paraître confiante. J'ai hoché la tête lentement, laissant chaque seconde de silence faire son travail. Puis j'ai souri. Un petit sourire, presque imperceptible, mais chargé de signification que moi seul comprenais complètement à ce moment-là. J'ai fait un pas vers la porte, tourné la poignée, et avant d'entrer dans la maison, qui était encore légalement la mienne malgré tout, j'ai laissé dans l'air une phrase dont je savais qu'elle les poursuivrait pendant les semaines à venir. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. À l'intérieur, tout était différent. Les meubles que j'avais choisis avec tant de soin au fil des décennies avaient été enlevés. À leur place, des pièces modernes, froides, sans histoire, sans âme. Sibylle, sans aucun doute. Elle avait toujours eu ce goût de magazine de décoration sans personnalité, où tout doit s'harmoniser parfaitement, mais rien ne signifie vraiment quelque chose.
J'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage, chaque marche grinçant sous mes pieds comme des rappels de souvenirs qui ne pouvaient être effacés par de nouveaux meubles. Je suis entré dans la chambre qui avait été la mienne pendant plus de 3 décennies. Le lit était différent, les rideaux différents. Même l'odeur était différente. Un parfum cher et écœurant que Sibylle vaporisait probablement dans l'air pour marquer son territoire. Je me suis assise au bord du lit étranger et j'ai respiré profondément, laissant la réalité de ce moment me traverser complètement. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais juste une vieille femme naïve, facile à tromper, facile à écarter, facile à oublier. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne, sauf mon notaire Renaud Delacroix ne savait, c'est que cette maison n'avait jamais été mon plus grand patrimoine. C'était juste une pièce dans un jeu beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe, beaucoup plus dévastateur que leurs petits esprits cupides ne pouvaient l'imaginer. Et ce que j'étais sur le point de révéler allait détruire chaque certitude qu'ils avaient sur moi, sur l'héritage, sur tout ce qu'ils croyaient avoir conquis. Parce que je n'étais pas revenu d'Ibiza juste pour être témoin de ma défaite. J'étais revenu pour assister, au premier rang, à leur effondrement complet. Et contrairement à tout ce qu'ils m'avaient fait, j'allais le faire légalement, froidement, et sans laisser la moindre faille par laquelle ils pourraient échapper aux conséquences. Je me suis levé du lit. J'ai lissé ma jupe. J'ai regardé par la fenêtre la rue où j'avais fait grandir mes rêves, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Pas la paix du pardon, mais la paix de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire ensuite, et qui sait que ça va fonctionner parfaitement. 3 jours s'étaient écoulés depuis mon retour à Toulouse, et je n'avais toujours pas quitté la ville. J'avais loué une chambre dans un petit hôtel discret près de la place du Capitole, un endroit où personne ne me connaissait et où je pouvais réfléchir tranquillement sans être dérangé par des questions ou des regards de pitié. Chaque matin, je prenais mon café en observant les passants par la fenêtre, des gens ordinaires qui vivaient leur vie sans se douter que la mienne était sur le point de basculer dans quelque chose qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Éloi m'avait appelé 2 fois. Je n'avais pas décroché. Sibylle m'avait envoyé un message long et pathétique, disant qu'elle voulait clarifier les choses, qu'il y avait eu un malentendu, que je devais comprendre leur position. Je l'avais supprimé sans le lire jusqu'au bout. Il n'y avait rien à clarifier, tout était cristallin depuis le début. Ils m'avaient trahi, point final. Et maintenant, ils allaient payer pour cette trahison d'une manière qu'ils ne verraient venir que lorsqu'il serait trop tard pour réagir. Pendant ces 3 jours, j'avais rencontré quelqu'un. Maître Renaud Delacroix, mon notaire depuis 15 ans, un homme que ni Éloi ni Sibylle n'avaient jamais rencontré parce que j'avais toujours gardé mes affaires financières complètement séparées de ma vie familiale. Renaud avait 65 ans, des cheveux gris impeccablement coiffés, des costumes sombres qui sentaient l'argent ancien et surtout une loyauté à toute épreuve envers ses clients. Il connaissait chaque détail de mon patrimoine, chaque propriété, chaque compte bancaire, chaque investissement que j'avais fait au fil des décennies dans le plus grand secret. Nous nous étions retrouvés dans son cabinet, un espace feutré rempli de livres juridiques reliés en cuir et de dossiers rangés avec une précision militaire. Renaud m'avait servi un thé dans une tasse en porcelaine fine, puis s'était assis en face de moi, les mains croisées sur son bureau en acajou massif. Son regard était grave mais bienveillant, celui d'un homme qui avait vu des dizaines de drames familiaux se jouer dans ce même bureau et qui savait exactement comment naviguer dans les eaux troubles des successions et des trahisons. Il avait hoché la tête lentement, puis ouvert un tiroir verrouillé dont lui seul avait la clé. Il en avait sorti un dossier épais marqué de mon nom et l'avait posé devant lui avec le respect qu'on accorde aux documents qui peuvent changer des vies. Puis il avait commencé à parler, sa voix posée et professionnelle, mais teintée d'une admiration qu'il ne cachait pas complètement. Il avait ouvert le dossier et sorti plusieurs documents qu'il avait étalés devant moi avec des gestes précis et méthodiques. Chaque papier racontait une partie de l'histoire que j'avais construite en silence pendant 15 ans, loin des regards indiscrets, loin des questions embarrassantes, loin de tout ce qui aurait pu éveiller les soupçons de mon fils ou de sa femme. Renaud avait pointé du doigt l'acte de propriété original de la maison, un document jauni par le temps mais parfaitement conservé. Puis il avait sorti un autre document, beaucoup plus récent,
et l'avait placé à côté du premier pour que je puisse voir la différence. La transformation. Le tour de magie juridique que nous avions orchestré ensemble il y avait des années de cela. Je m'étais penché en avant, sentant une vague de satisfaction me parcourir de la tête aux pieds. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. La confirmation que tout ce que j'avais planifié était non seulement légal, mais complètement inattaquable. Éloi et Sibylle pouvaient avoir vendu la maison dans leur petite tête pleine de rêves de grandeur, mais juridiquement, légalement, officiellement, ils n'avaient vendu que du vent. Renaud avait continué, sa voix prenant un ton presque pédagogique, comme s'il expliquait un concept complexe à un étudiant particulièrement attentif. Il aimait ces moments où le droit devenait une arme, où les mots sur le papier avaient le pouvoir de détruire des certitudes et de renverser des situations qui semblaient perdues d'avance. Je m'étais adossé à ma chaise, laissant l'information se diffuser en moi comme un baume sur une plaie ancienne. Tout se mettait en place. Chaque pièce du puzzle que j'avais assemblé pendant des années trouvait sa place exacte. Et le tableau final était encore plus beau que ce que j'avais imaginé dans mes meilleurs scénarios. Renaud avait refermé le dossier, me regardant avec une expression qui mêlait admiration professionnelle et inquiétude personnelle. Il m'avait vu grandir en tant que cliente, passer de femme timide qui signait des papiers sans vraiment comprendre à stratège financière, capable de monter des structures juridiques que même des hommes d'affaires aguerris auraient admirées. Mais il voyait aussi quelque chose d'autre, une mère sur le point de détruire son propre fils. Et cela le troublait visiblement. J'avais souri, un sourire triste et désabusé qui portait le poids de toutes les déceptions accumulées au fil des années. Renaud avait acquiescé sans rien dire, comprenant que certaines décisions se prennent dans la solitude absolue et que même les meilleurs conseillers ne peuvent que préparer le terrain, jamais décider à la place de leurs clients ce qui est juste ou injuste dans les relations humaines. Le lendemain, j'avais décidé d'affronter Sibylle. Pas Éloi. Sibylle. Parce que je savais pertinemment que c'était elle qui tirait les ficelles dans cette mascarade. Mon fils avait toujours été faible, influençable, incapable de prendre des décisions difficiles sans qu'on lui tienne la main. Mais elle était différente. Calculatrice, manipulatrice, patiente. Et j'avais besoin de la regarder dans les yeux pour comprendre jusqu'où elle était prête à aller pour obtenir ce qu'elle voulait. Je l'avais appelée en milieu de matinée, lui proposant de nous retrouver dans un café du centre-ville. Elle avait accepté immédiatement, presque trop rapidement, ce qui m'avait confirmé qu'elle avait quelque chose à me dire, quelque chose qu'elle pensait pouvoir utiliser contre moi, quelque chose qu'elle croyait être une carte gagnante dans un jeu qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Nous nous étions donné rendez-vous au Café Le Florida, un établissement que j'aimais autrefois pour son ambiance décontractée et ses nappes à carreaux rouges et blancs qui me rappelaient les bistrots de mon enfance. Sibylle était arrivée en retard, comme toujours, portant un manteau beige impeccable qui avait dû coûter plus que ce qu'une vendeuse de boutique gagne en un mois, et des lunettes de soleil ridiculement grandes qu'elle avait retirées dès qu'elle s'était assise en face de moi. Elle avait commandé un café crème sans me demander si j'avais besoin de quelque chose, ce qui en disait long sur sa personnalité. Dans son monde, tout tournait autour d'elle, ses besoins, ses désirs, ses ambitions. Les autres n'étaient que des accessoires dans le décor de sa vie parfaite. Elle avait hésité, passant sa langue sur ses lèvres dans un geste nerveux qu'elle essayait de masquer en prenant une gorgée de son café. Puis, elle s'était penchée en avant, baissant la voix comme si nous étions complices dans quelque chose de secret et d'important. Ma voix était sortie plus froide que je ne l'avais voulu. Sibylle s'était redressée, visiblement mal à l'aise, réalisant peut-être pour la première fois que je n'allais pas me laisser attendrir par des discours préparés et des justifications pathétiques. Elle avait respiré profondément, puis avait repris avec un ton qu'elle voulait raisonnable et pragmatique. Son visage avait rougi légèrement, trahissant son embarras, malgré tous ses efforts pour paraître calme et maîtresse de la situation. Elle s'était mordu la lèvre inférieure, cherchant ses mots avec un soin inhabituel. J'avais pris une gorgée de mon café, savourant chaque seconde de son malaise grandissant. C'était exactement ce que je voulais. La voir se débattre. La voir réaliser que ses petits arguments bien huilés ne fonctionnaient pas sur moi, que je n'étais pas la vieille femme fragile et manipulable qu'elle avait imaginée. Elle avait détourné le regard,
fixant un point imaginaire derrière mon épaule, comme si la réponse à ma question s'y trouvait écrite en lettres lumineuses. Quand elle avait finalement parlé, sa voix était à peine audible, presque honteuse. J'avais posé ma tasse sur la soucoupe avec un bruit sec qui avait fait sursauter Sibylle. Puis, je l'avais regardée droit dans les yeux, sans cligner, sans détourner le regard, avec toute l'intensité de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et tout à gagner. Son visage avait pâli instantanément. Tous les masques étaient tombés d'un coup. La femme douce, la belle-fille attentionnée, la jeune épouse aimante. Tout s'était évaporé pour laisser place à ce qu'elle était vraiment. Une opportuniste, une calculatrice, une femme qui avait vu en mon fils non pas un homme à aimer, mais un ticket vers une vie qu'elle n'aurait jamais pu se payer autrement. Les yeux de Sibylle s'étaient durcis. La transformation était spectaculaire. En quelques secondes, elle était passée de la femme mal à l'aise, cherchant ses mots à la lionne acculée, prête à mordre. Et quand elle avait ouvert la bouche, les mots qui en étaient sortis avaient été crus, directs, dépourvus de toute hypocrisie. Chaque mot qu'elle prononçait me frappait comme une gifle, mais je restais immobile, impassible, laissant sa colère se déverser sans l'interrompre. Parce que c'était exactement ce que je voulais, que le vernis craque, que la vérité sorte, que je vois enfin qui elle était vraiment, sans les artifices de la politesse et de la civilité. J'avais souri. Un sourire froid, sans joie, sans chaleur, le genre de sourire qu'on offre à quelqu'un qu'on s'apprête à détruire méthodiquement. Puis je m'étais levé, prenant mon sac et mon manteau avec des gestes lents et mesurés. Sibylle avait serré les poings sur la table, ses jointures blanchissant sous la pression. Elle tremblait légèrement, soit de rage, soit de peur, probablement un mélange des deux. Je m'étais détourné sans attendre sa réponse et j'étais sorti du café, la laissant seule avec son café refroidi et ses certitudes qui, très bientôt, allèrent se transformer en cauchemar éveillé. Dehors, le ciel de Toulouse était gris et lourd, menaçant une pluie qui ne viendrait peut-être jamais. Comme les promesses que Sibylle et Éloi m'avaient faites. Comme leur amour filial qui s'était révélé n'être qu'une façade. Le soir même, Renaud m'avait appelé. Sa voix était tendue, plus sérieuse que d'habitude, chargée d'une nouvelle qui allait tout faire basculer encore plus vite que prévu. Un silence s'était installé entre nous, lourd de signification. Je sentais que Renaud attendait une réaction de ma part, peut-être de la compassion, peut-être de l'hésitation. Mais tout ce que j'avais ressenti était une froide satisfaction. La voix de Renaud avait pris un ton presque implorant, celui d'un homme qui voyait la catastrophe approcher et qui essayait une dernière fois de l'éviter. Mais il ne comprenait pas. Ou peut-être qu'il comprenait trop bien et que c'était justement ce qui le dérangeait. J'avais fermé les yeux, sentant le poids de mes propres décisions peser sur mes épaules comme un manteau de plomb. Mais je ne pouvais plus reculer. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'il m'avait fait. Pas après m'avoir trahi de la manière la plus vile qui soit. Mais en raccrochant, quelque chose en moi s'était brisé. Pas de regret. Pas vraiment. Plutôt une fissure dans la carapace que j'avais construite autour de mon cœur. Parce que malgré tout, malgré la trahison, malgré la cupidité, malgré tout ce qu'il était devenu, Éloi restait mon fils. Le petit garçon qui courait dans le jardin en riant aux éclats. Qui me serrait dans ses bras quand il avait peur de l'orage, qui me disait qu'il m'aimerait toujours, pour toujours, quoi qu'il arrive. Quand est-ce que j'avais perdu ce petit garçon? Quand est-ce qu'il s'était transformé en cet homme capable de me trahir? Et surtout, la question qui me hantait dans le silence de ma chambre d'hôtel, est-ce qu'une partie de cette transformation était ma faute? Est-ce que j'avais été trop distante, trop froide? Trop occupée à construire un empire financier au lieu de construire une relation avec mon enfant? Ces questions tournèrent dans ma tête comme des vautours autour d'une carcasse. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis demandé si la vengeance que je m'apprêtais à servir valait vraiment le prix que j'allais devoir payer. Le prix de perdre mon fils pour toujours. Non pas à la trahison, mais à ma propre main. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires qui me déchirèrent de l'intérieur. D'un côté, il y avait la satisfaction froide de voir mon plan se dérouler exactement comme prévu. De l'autre, il y avait cette douleur lancinante,
cette interrogation permanente sur ce que j'étais en train de faire, et si j'étais devenu le monstre que je prétendais combattre. Monsieur Beaumont, l'acheteur qui avait versé 50 000 € pour une maison qui n'appartiendrait jamais légalement à personne d'autre qu'à ma société civile immobilière espagnole, était furieux. Il avait engagé Maître Fontaine, une avocate redoutable, qui s'était fait une réputation en ne perdant jamais ses procès. Et maintenant, elle s'en prenait non seulement à Éloi, mais aussi à Sibylle, les accusant tous les deux de complicité dans une fraude immobilière qui pourrait les envoyer en prison. J'avais reçu un appel de Maître Fontaine elle-même qui voulait me rencontrer pour éclaircir la situation. J'avais accepté, curieuse de voir jusqu'où cette affaire allait aller et si je serais capable de maintenir ma résolution face aux conséquences réelles de mes actions. Nous nous étions retrouvés dans son cabinet, un espace ultra-moderne avec de grandes baies vitrées donnant sur la Garonne. Maître Fontaine était une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts impeccablement coiffés, tailleur sombre qui respirait l'autorité, et un regard perçant qui semblait voir à travers les mensonges les plus élaborés. Elle ne perdait pas de temps en politesses inutiles. Sa voix était ferme, directe, sans la moindre trace de sympathie ou de compréhension. Pour elle, c'était simple. Son client avait été lésé. Quelqu'un devait payer. Et elle ferait tout pour s'assurer que justice soit faite, même si cela signifiait détruire une famille entière dans le processus. J'avais gardé mon calme, croisant les mains sur mes genoux et regardant cette femme qui me jugeait sans vraiment me connaître. Elle voyait les faits, les documents, les transactions, mais elle ne voyait pas les années de solitude, les nuits passées à me demander pourquoi mon fils s'éloignait, les appels téléphoniques de plus en plus rares, les visites de plus en plus espacées. Elle ne voyait pas la trahison qui avait précédé la mienne. Elle avait croisé les bras, son langage corporel indiquant clairement qu'elle n'était pas satisfaite de ma réponse. Pour elle, c'était noir ou blanc, bien ou mal. Elle ne comprenait pas les nuances, les zones grises où se jouaient la plupart des drames humains. Cette question m'avait frappé en plein cœur comme une balle, parce qu'elle touchait à quelque chose que je n'avais pas encore voulu admettre complètement, même à moi-même. J'avais laissé faire. J'avais laissé Éloi commettre cette erreur monumentale parce qu'une partie de moi, une partie sombre et vindicative que je ne connaissais pas, voulait qu'il échoue, voulait qu'il comprenne, voulait qu'il souffre comme j'avais souffert. Ma voix s'était brisée légèrement sur ces derniers mots. C'était la première fois que j'admettais à voix haute que peut-être, juste peut-être, j'avais tort. Que peut-être ma stratégie n'était pas de la légitime défense, mais de la vengeance pure et simple. Maître Fontaine avait secoué la tête, visiblement peu impressionné par mon moment de vulnérabilité. Pour elle, les sentiments ne comptaient pas. Seuls les faits importaient, et les faits étaient indéclaires. Mon cœur s'était serré dans ma poitrine. Prison. Ce mot résonnait dans ma tête comme une condamnation à mort. Éloi n'avait pas cet argent, Sibylle non plus. Ils avaient déjà dépensé la compte, probablement en achats impulsifs et en rêves de grandeur qui ne se réaliseraient jamais maintenant. Maître Fontaine m'avait regardé avec surprise, ses sourcils se levant légèrement. C'était visiblement la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre sortir de ma bouche. La mère trahie qui paie pour sauver le fils traître. Quelle ironie! Elle avait acquiescé lentement, réévaluant peut-être la situation et la femme qu'elle avait en face d'elle. J'étais sorti du cabinet avec une décision impossible à prendre pesant sur mes épaules. D'un côté, je pouvais laisser Éloi affronter les conséquences de ses actes. Il méritait de payer pour ce qu'il m'avait fait. D'un autre côté, c'était mon fils, mon seul enfant, le fruit de mon ventre, de mon sang, de ma chair. Pouvais-je vraiment le laisser aller en prison? Pouvais-je vraiment vivre avec moi-même si je le faisais? Ces questions me hantaient jour et nuit, me volant le sommeil, me volant l'appétit, me volant toute paix intérieure que j'avais pu avoir. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'étais restée assise dans ma chambre d'hôtel, regardant les lumières de Toulouse scintiller à travers la fenêtre comme des étoiles tombées sur terre. Et je m'étais souvenu de tout, du bon et du mauvais, des joies et des peines, de la vie que j'avais construite et de celle que j'avais peut-être détruite sans m'en rendre compte. Je m'étais souvenu du jour où Éloi était né, de son premier cri qui avait rempli la salle d'accouchement et mon cœur simultanément.
de la première fois où il avait dit « maman », ce mot magique qui m'avait fait pleurer de bonheur. De ses premiers pas hésitants dans le jardin, de ses genoux écorchés que j'avais soignés avec des baisers et des pansements. De ses premiers jours d'école où il s'accrochait à moi en pleurant, terrifié d'être séparé de sa mère, ne serait-ce que quelques heures. Je m'étais aussi souvenu du jour où il avait rencontré Sibylle, du changement subtil mais indéniable dans son regard quand il me parlait d'elle, de la distance qui s'était installée entre nous, lentement, insidieusement, comme une maladie silencieuse qui ronge de l'intérieur. Et je m'étais demandé si j'avais contribué à cette distance, si quelque part, d'une manière que je ne comprenais pas encore complètement, j'avais échoué en tant que mère. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Toulouse dans une explosion de couleurs orangées et roses, j'avais pris une décision. Une décision qui allait à l'encontre de toute la logique, de toute la justice, de toute la vengeance que j'avais si soigneusement planifiée. Mais c'était la seule décision que je pouvais prendre et continuer à vivre avec moi-même. Il y avait eu un long silence à l'autre bout du fil. Un silence chargé de surprise, de soulagement et peut-être aussi de jugement. Renaud était un homme de loi. Pour lui, la justice devait être servie. Les coupables devaient payer. Mais il était aussi un ami, et il comprenait que parfois, le cœur dicte des décisions que la raison ne peut pas expliquer. Renaud avait soupiré profondément, un soupir qui portait le poids de toutes les complications que cette décision allait entraîner. Parce que ce n'était pas juste une question d'argent. C'était une question de principe, une question de ce qui était juste et de ce qui était humain. 2 jours plus tard, j'avais rencontré Éloi et Sibylle dans le même café où j'avais eu ma confrontation avec Sibylle quelques semaines auparavant. Cette fois, ils étaient tous les deux là, assis à une table dans le fond, visiblement nerveux, visiblement conscients de la gravité de leur situation et du fait que leur avenir dépendait entièrement de ce que j'allais décider. Éloi avait maigri. Des cernes sombres marquèrent son visage comme des ecchymoses émotionnelles. Ses mains tremblaient légèrement quand il avait pris sa tasse de café. Sibylle, elle, essayait de garder contenance, mais je voyais bien qu'elle était terrifiée. Son vernis de confiance s'était complètement craquelé, révélant la femme effrayée qu'elle était vraiment sous la surface. Sa voix tremblait. Je ne l'avais jamais entendue aussi vulnérable, aussi cassé, aussi humain. Pour la première fois depuis des années, je voyais non pas l'homme qu'il était devenu, mais le petit garçon qu'il avait été. Fragile, perdu, ayant besoin de sa mère. Je m'étais assise en face d'eux, posant mon sac sur la chaise à côté de moi, avec des gestes mesurés. J'avais pris mon temps, laissant le silence faire son travail, laissant l'anticipation grandir. Puis finalement j'avais parlé, ma voix calme mais chargée d'émotions que je ne pouvais plus complètement contrôler. Sibylle s'était penchée en avant, les yeux brillants d'espoir, ses mains jointes comme en prière. C'était pathétique et touchant à la fois. Cette femme qui m'avait tant méprisée, qui m'avait vue comme un obstacle à éliminer, était maintenant à ma merci complète. Éloi avait fermé les yeux, visiblement soulagé, au point d'en être presque malade. Des larmes avaient commencé à couler sur ses joues, des larmes de soulagement mêlées de honte et de gratitude. Le silence s'était installé, lourd, accablant, suffocant. Puis Sibylle avait parlé, la voix basse, presque inaudible, dépourvue de toute la bravade et de toute la confiance qu'elle affichait habituellement. J'avais sorti une enveloppe de mon sac, la posant sur la table entre nous comme une sentence. Une sentence qui aurait pu être une condamnation à mort, mais qui était en fait une bouée de sauvetage, même si elle venait avec des conditions qui changeraient leur vie à jamais. Éloi avait ouvert de grands yeux, incrédule, comme si je venais d'annoncer quelque chose d'impossible, quelque chose qui ne pouvait pas être réel. Sibylle était restée figée, incapable de réagir, son cerveau refusant probablement de traiter l'information. Des larmes avaient coulé sur les joues de mon fils, des larmes sincères cette fois, pas calculées, pas stratégiques. Des larmes de quelqu'un qui réalise qu'il a été sauvé d'un destin qu'il méritait peut-être mais qu'il ne pourrait jamais supporter. J'avais marqué une pause, les regardant tous les deux avec une intensité qui les avait fait se recroqueviller légèrement sur leur chaise, parce qu'ils savaient que rien n'était gratuit, que tout avait un prix, et que le prix que j'allais leur demander serait probablement plus élevé que n'importe quelle somme d'argent. Éloi avait hoché la tête frénétiquement,
prêt à accepter n'importe quoi, n'importe quelle condition, n'importe quel sacrifice pour éviter la prison et la ruine complète. Sibylle avait levé les yeux, surprise, peut-être même choquée. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait probablement que j'allais simplement payer et les laisser continuer leur vie comme si rien ne s'était passé. Éloi avait serré ma main par-dessus la table, ses doigts tremblants agrippant les miens avec une force désespérée. Ses yeux encore humides me regardaient avec une intensité que je n'avais pas vue depuis son enfance. Je m'étais levée, prête à partir, sentant le poids de cette décision commencer à peser sur mes épaules. Mais c'était fait. Je ne pouvais plus reculer. Et étrangement, je ne le voulais pas. Parce que malgré tout, malgré la trahison, malgré la douleur, j'avais fait ce qu'une mère devait faire. Et j'étais sortie du café, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Parce que j'avais choisi l'humanité plutôt que la vengeance. J'avais choisi d'être une mère plutôt qu'une juge. Et même si cela signifiait perdre une grande partie de mes économies, même si cela signifiait que peut-être il ne changerait jamais, j'avais fait ce que je devais faire pour pouvoir continuer à vivre avec moi-même. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour au café. 6 mois pendant lesquels ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé possible. 6 mois de transformation, de découverte et d'une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Éloi et Sibylle avaient quitté ma maison comme promis, s'installant dans un petit appartement dans le quartier de Saint-Cyprien, un endroit modeste mais propre avec 2 chambres et une vue sur la Garonne. Ce n'était pas le palais qu'ils avaient imaginé construire avec l'argent de la vente frauduleuse de ma maison, mais c'était un début. Un nouveau départ basé sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation. Éloi avait trouvé un emploi dans une entreprise de comptabilité, un poste moins prestigieux que ce qu'il avait espéré, mais un travail honnête qui payait les factures et lui donnait une dignité qu'il avait perdue quelque part en chemin. Sibylle, elle, avait commencé à travailler dans une boutique de vêtements sur la rue d'Alsace-Lorraine, vendant des robes et des accessoires à des touristes et des locaux. Rien de glorieux, rien qui ressemblait à la vie de luxe qu'elle avait imaginée. Mais c'était un travail, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je voyais quelque chose ressemblant à de l'humilité dans ses yeux. Et moi, j'avais décidé de rester à Toulouse. Pas dans la maison de la rue de la Colombette qui portait trop de souvenirs douloureux, mais dans un appartement lumineux près de la place Saint-Pierre, un quartier que j'avais toujours aimé pour son animation constante et sa vie de quartier authentique. J'avais 70 ans maintenant, et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais libre. Libre de mes responsabilités écrasantes, libre de mes attentes irréalistes, libre de mes peurs et de mes angoisses, libre de vivre pour moi, de découvrir qui j'étais au-delà du rôle de mère, au-delà du rôle de veuve, au-delà de tous ces rôles que j'avais endossés pendant tant d'années qu'ils étaient devenus ma seule identité. Éloi m'appelait chaque semaine, fidèlement, tous les dimanches à 10h du matin. Au début, les conversations étaient tendues, presque formelles, remplies de silences embarrassés et de phrases inachevées. Nous ne savions plus comment nous parler, comme 2 étrangers essayant de trouver un terrain commun. Mais petit à petit, semaine après semaine, nous avions commencé à nous retrouver. Pas comme avant. Nous ne serions probablement jamais comme avant. Trop de choses s'étaient repassées. Trop de mots avaient été dits. Trop de blessures avaient été infligées. Mais nous avions trouvé une nouvelle forme de relation, basée sur l'honnêteté plutôt que sur les non-dits, sur la transparence plutôt que sur les secrets, sur une compréhension mutuelle de nos erreurs respectives plutôt que sur des accusations perpétuelles. Et étrangement, cette nouvelle relation était peut-être plus saine que celle que nous avions eue pendant toutes ces années où je pensais que tout allait bien, alors que sous la surface, tout pourrissait lentement. Un dimanche après-midi, 3 mois après notre rencontre au café, Éloi m'avait invité à dîner chez lui. J'avais hésité longuement, tenant le téléphone contre mon oreille en silence pendant plusieurs secondes, me demandant si j'étais prête pour cette étape, si j'étais prête à entrer dans leur espace privé, à voir comment ils vivaient vraiment. Mais finalement, j'avais accepté, poussée par une curiosité mêlée d'espoir que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient vraiment changer. L'appartement était petit, mais il l'avait décoré avec soin. Pas avec le goût clinique et froid de magazine que Sibylle affichait avant, mais avec quelque chose de plus personnel, de plus authentique. Des photos de famille accrochées au mur, des coussins dépareillés sur le canapé, des plantes vertes dans des pots en terre cuite qui donnaient vie à l'espace.
On voyait qu'ils avaient fait un effort, qu'ils essayaient de construire quelque chose de réel plutôt que quelque chose d'impressionnant. Sibylle avait cuisiné un bœuf bourguignon, suivant une recette que sa grand-mère lui avait transmise des années auparavant. L'odeur qui emplissait l'appartement était réconfortante, rappelant les dimanches de mon enfance quand ma propre mère préparait les mêmes plats traditionnels avec amour et patience. Nous avions mangé ensemble, en silence d'abord, le cliquetis des fourchettes contre les assiettes, le seul son dans la pièce. Puis petit à petit, nous avions commencé à parler de choses simples, quotidiennes, sans importance. Le temps, le travail, les petits plaisirs de la vie, les nouvelles du quartier. À la fin du repas, après que Sibylle avait débarrassé la table et préparé du café, Éloi s'était levé et était allé chercher quelque chose dans la chambre. Il était revenu avec une enveloppe qu'il m'avait tendue avec des mains qui tremblaient légèrement, ses yeux cherchant les miens pour voir ma réaction. J'avais ouvert l'enveloppe avec des doigts qui tremblaient malgré tous mes efforts pour rester calme. À l'intérieur, il y avait un chèque de 2000 €, soigneusement rempli avec l'écriture appliquée d'Éloi. Ce n'était pas beaucoup comparé aux 120 000 € que j'avais payés pour les sortir du pétrin, mais c'était un début. C'était la preuve qu'ils prenaient leurs responsabilités au sérieux, que mes paroles n'étaient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. J'avais senti les larmes me monter aux yeux malgré tous mes efforts pour les retenir. Ce n'était pas l'argent qui me touchait. C'était le geste. C'était la preuve que mon fils était capable de tenir ses promesses, qu'il était capable de grandir, de changer, de devenir l'homme que j'avais toujours espéré qu'il serait. Il avait souri, un sourire sincère, profond, sans arrière-pensée ni calcul. Un sourire qui ressemblait à celui du petit garçon qu'il avait été avant que la vie, les ambitions et les mauvaises influences ne le transforment en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Sibylle s'était approchée, hésitante, ses mains jouant nerveusement avec le torchon qu'elle tenait. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait véritablement humble, véritablement consciente du mal qu'elle avait fait et véritablement désireuse de le réparer. Je l'avais regardée, cette femme que j'avais tant détestée, que j'avais vue comme mon ennemie pendant si longtemps. Et pour la première fois, j'avais vu non pas une manipulatrice calculatrice, mais une personne. Une personne imparfaite, certes. Une personne qui avait fait des erreurs terribles, absolument. Mais une personne quand même. Une personne capable de changement. Une personne capable de remords sincères. Elle avait hoché la tête, les yeux brillants de larmes non versées, et je voyais dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du respect, de la gratitude, et peut-être même un début d'affection authentique plutôt que calculée. Quelques semaines plus tard, j'avais reçu un appel complètement inattendu qui allait encore une fois changer la trajectoire de ma vie. C'était Monsieur Beaumont, l'acheteur, qui avait failli poursuivre Éloi et dont l'intervention avait déclenché toute cette cascade d'événements qui nous avait tous transformés d'une manière ou d'une autre. Sa voix était chaleureuse, sincère, remplie d'une gratitude qui semblait authentique plutôt que polie. Il continuait, son enthousiasme grandissant à chaque mot, et je pouvais imaginer son visage s'animant pendant qu'il parlait, ses mains gesticulant pour illustrer ses propos. J'avais souri, touché par ces mots d'une manière que je n'avais pas anticipée. Cet homme ne me connaissait pas vraiment. Il ne connaissait qu'une fraction de mon histoire, mais il voyait quelque chose en moi que beaucoup d'autres avaient manqué. Il voyait la force, il voyait le sacrifice. Il voyait l'amour maternel qui persistait même face à la pire des trahisons. J'avais été surprise par cette proposition. Monsieur Beaumont était un homme d'affaires, pas un philanthrope. S'il m'offrait cette opportunité, c'est qu'il voyait en moi quelque chose de valeur au-delà de l'histoire dramatique qu'il connaissait. Il voyait un partenaire potentiel, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui tenait ses promesses. J'avais réfléchi pendant quelques secondes, pesant les pour et les contre, considérant si à mon âge je voulais vraiment me lancer dans de nouvelles aventures ou si je préférais simplement profiter d'une retraite tranquille. Mais quelque chose en moi, cette même force qui m'avait permis de survivre à tout ce que j'avais vécu, m'avait poussé à accepter. Et c'est ainsi que ma vie avait pris un nouveau tournant que je n'avais jamais anticipé. J'étais devenue investisseuse dans l'immobilier international.
Pas à grande échelle, je n'avais ni les moyens ni l'ambition de devenir une magnate, mais suffisamment pour me sentir active, utile, vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais un but au-delà de la simple survie. J'avais des projets qui m'excitaient. J'avais une raison de me lever le matin qui allait au-delà du café et du journal. 1 an après tous ces événements qui avaient bouleversé ma vie de manière si profonde et irréversible, je me trouvais assise sur le balcon de mon appartement de la place Saint-Pierre, regardant le coucher de soleil transformer Toulouse en une ville dorée et magique. La lumière rasante de fin de journée caressait les toits de tuiles romaines, se reflétait dans les eaux de la Garonne et créait des ombres longues et douces qui adoucissaient tous les angles de la ville. J'avais une tasse de thé à la main, pas du café pour une fois, et je savourais ce moment de paix absolue. Les bruits de la ville montaient jusqu'à moi, atténués par la distance et transformés en une sorte de symphonie urbaine apaisante. Des rires d'enfants jouant dans la place en contrebas. Le tintement d'une cloche d'église marquant l'heure. Le bourdonnement lointain de la circulation. Tous ces sons qui composent la vie d'une ville et qui me rappelaient que j'étais vivante, que j'étais présente, que j'étais là. Éloi et Sibylle avaient continué à me rembourser fidèlement, chaque mois sans exception, parfois même en ajoutant un peu plus que prévu quand ils avaient un bonus ou une rentrée d'argent inattendue. Ils prenaient leurs responsabilités au sérieux, et cela me remplissait d'un sentiment de fierté maternelle que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Notre relation s'était reconstruite lentement, solidement, comme on reconstruit une maison après un tremblement de terre. Pas pierre par pierre, mais fondation par fondation, s'assurant que chaque élément était solide avant d'ajouter le suivant. Et puis, il y avait eu l'annonce qui avait changé toute une nouvelle fois. Un dimanche matin, lors de notre appel hebdomadaire habituel, Éloi m'avait dit quelque chose qui avait fait battre mon cœur plus vite. Ils attendaient un enfant, mon premier petit enfant, une nouvelle vie qui allait naître de toute cette douleur et de toute cette transformation. Un symbole d'espoir et de renouveau que je n'avais pas osé imaginer quelques mois auparavant. Quand il m'avait annoncé la nouvelle, j'avais pleuré. Pas de tristesse cette fois, pas de rage ou de frustration, mais de joie pure et simple, de gratitude pour avoir été capable de pardonner, de gratitude pour avoir choisi l'amour plutôt que la vengeance. Parce que si j'avais laissé mon fils aller en prison, si j'avais choisi de le punir plutôt que de le sauver, je n'aurais jamais eu la chance de connaître cet enfant qui allait bientôt venir au monde. Et moi, à travers tout ce processus douloureux et transformateur, j'avais appris quelque chose de fondamental sur la nature humaine et sur la nature du pardon. J'avais appris que la vengeance ne guérit rien. Elle ne fait que creuser des blessures plus profondes, créer des cycles de douleur qui se perpétuent de génération en génération. Ce qui guérit véritablement, ce qui transforme, ce qui permet de passer à autre chose, c'est le pardon. Pas le pardon aveugle qui excuse tout et n'exige rien. Pas le pardon faible qui laisse les gens continuer à nous faire du mal sans conséquence. Mais le pardon conscient, le pardon qui vient après avoir posé des limites claires, après avoir exigé la responsabilité et la reconnaissance des torts commis. Le pardon qui dit « je te pardonne », mais les choses ne peuvent plus jamais être comme avant. Le pardon qui ouvre la porte à une nouvelle relation plutôt que d'essayer de ressusciter l'ancienne. Mon fils m'avait trahi de la manière la plus profonde qui soit. Il avait vendu ma maison dans mon dos. Il avait conspiré avec sa femme pour me dépouiller. Il m'avait vu non pas comme sa mère, mais comme un obstacle entre lui et l'argent qu'il convoitait. C'était vrai. C'était indéniable. C'était impardonnable selon tous les standards normaux de la moralité humaine. Mais il m'avait aussi montré, à travers ses actions des derniers mois, qu'il était capable de changer, de grandir, d'assumer ses erreurs, de devenir un homme meilleur que celui qu'il avait été. Et cette capacité de transformation, cette volonté de faire mieux, méritait d'être reconnue et encouragée plutôt que punie éternellement. Et moi, j'avais découvert que même à 70 ans, quand on pense que la vie n'a plus rien de nouveau à offrir, qu'on a tout vu et tout vécu, la vie peut encore surprendre. Elle peut encore offrir de nouvelles opportunités, de nouvelles joies, de nouveaux commencements. J'avais découvert que je pouvais être plus que juste une mère, plus que juste une veuve, plus que juste une victime de trahison familiale. Je pouvais être une investisseuse, une femme d'affaires,
une grand-mère bientôt. Une personne avec ses propres rêves et ambitions qui n'étaient pas définies par les autres, mais par moi-même. Et cette découverte, aussi tardive qu'elle soit venue, était peut-être le plus grand cadeau que cette horrible expérience m'avait donné. La maison de la rue de la Colombette, celle pour laquelle tout avait commencé, celle qui avait été la source de tant de douleurs et de conflits, je l'avais finalement vendue. Pour de vrai cette fois, légalement, proprement, avec tous les documents en ordre et toutes les parties informées et consentantes. Et avec l'argent de cette vente, j'avais créé un fonds de placement pour mon futur petit-enfant. Une assurance qu'il ou elle ne manquerait jamais de rien, qu'il ou elle pourrait poursuivre ses rêves sans être écrasé par les soucis financiers. Parce que c'est ça, le véritable héritage. Pas les maisons de briques et de mortier qui peuvent être vendues ou détruites. Pas l'argent qui peut être dépensé ou perdu. Mais l'amour qui persiste même quand il est testé. La sagesse qui vient d'avoir survécu au pire moment et d'en être sorti plus fort. La capacité à se relever après les chutes les plus brutales et à recommencer encore une fois. Et tandis que le soleil disparaissait complètement derrière les toits de Toulouse, peignant le ciel dans des nuances de violet et de rose qui coupèrent le souffle, je me suis dit quelque chose que je n'avais pas pensé depuis très longtemps. Je me suis dit que finalement, malgré tout, malgré les trahisons et les douleurs, malgré les erreurs commises de tous les côtés, la vie valait la peine d'être vécue. Jusqu'au bout, sans regret, sans amertume, avec ces trahisons qui nous brisent, mais aussi nous reconstruisent plus forts, avec ces pardons qui nous libèrent plutôt que nous enchaînent, avec ces recommencements qui prouvent que rien n'est jamais vraiment fini tant qu'on respire encore. Et j'ai souri en prenant une gorgée de mon thé, sachant que peu importe ce que l'avenir me réservait, j'étais prête. Prête à l'affronter. Prête à l'embrasser. Prête à vivre pleinement chaque moment qui me restait. Parce que j'étais Maëline Arcurie. J'avais 70 ans. Et mon histoire était loin, très loin d'être terminée. Avez-vous déjà dû choisir entre protéger votre dignité ou sauver quelqu'un qui vous a trahi? Je sais que beaucoup d'entre vous, en ce moment même, repensent à des moments de votre propre vie. À ces instants où quelqu'un en qui vous aviez confiance a franchi une ligne que vous pensiez infranchissable. Peut-être était-ce un enfant, peut-être un proche, peut-être quelqu'un que vous aviez aimé de tout votre cœur et qui a choisi l'argent, l'ambition ou l'égoïsme plutôt que vous. Ce que je viens de vous raconter n'est pas qu'une histoire. C'est un miroir dans lequel beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître. Parce que la trahison familiale, celle qui vient de l'intérieur, ne fait pas de bruit. Elle s'installe lentement, comme une maladie silencieuse, et quand on s'en rend compte, il est souvent trop tard. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas la trahison elle-même, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Alors je vous pose la question sincèrement, du fond du cœur. À ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous laissé la justice suivre son cours, même si cela signifiait voir votre propre enfant derrière les barreaux? Ou auriez-vous choisi, comme moi, de payer le prix de leur erreur en espérant qu'ils deviennent meilleurs? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des choix qui nous définissent. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Pas par curiosité superficielle, mais parce que vos expériences, vos douleurs, vos victoires m'importent. Nous sommes une communauté ici, pas juste des spectateurs anonymes. Nous partageons des vies, des blessures, des espoirs. Et c'est en partageant que nous guérissons. Alors prenez quelques secondes pour me dire dans les commentaires ce que cette histoire a réveillé en vous. Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous réagi? Qu'auriez-vous fait différemment aujourd'hui avec le recul des années? Et surtout, dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment. De quelle ville, de quel pays, de quel coin du monde vient votre voix? Parce que chaque commentaire est une main tendue, une présence qui me rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos épreuves. Si vous avez été touché par ce récit, si quelque chose a résonné en vous, je vous demande une petite chose. Laissez un like. Ce simple geste me dit que vous êtes là, que vous comprenez, que mon histoire a trouvé un écho dans votre cœur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'il reste encore beaucoup à raconter, beaucoup de vérités à dévoiler, beaucoup de moments qui vont vous surprendre. Mon histoire ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le début d'un chemin semé de révélations,
de choix impossibles et de transformations que personne n'aurait pu prévoir. Et j'ai besoin de vous à mes côtés pour continuer ce voyage. Chaque abonné, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à raconter, de continuer à être honnête, de continuer à être moi-même face à vous. Nous vivons dans un monde où on nous dit souvent de pardonner et d'oublier. Mais parfois, pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie se souvenir, apprendre et choisir consciemment un nouveau chemin. Et ce chemin, je veux le parcourir avec vous, avec vos voix dans les commentaires, avec vos histoires qui enrichissent la mienne, avec votre présence qui transforme cette confession solitaire en conversation collective. Alors, ne partez pas sans laisser une trace de votre passage. Un commentaire, aussi court soit-il, un like qui me dit que vous avez ressenti quelque chose, un abonnement qui me promet que vous serez là pour la suite, parce que ce que je vais vous révéler dans les prochains chapitres va tout changer. Et je veux que vous soyez là quand le masque tombera complètement, quand toutes les cartes seront sur la table, quand la vérité éclatera enfin au grand jour. À très bientôt pour la suite, et merci d'être là.